Daniel Lheureux, bonjour. On a beaucoup de plaisir à vous accueillir sur Internet Bonjour. pour que vous nous parliez de votre dernier ouvrage, L'aviation à Rouen et l'aéroclub de Normandie au Madrier de 1910 à 1968, au Madrier donc à Rouen, publié aux éditions Isaac. Alors, tout le monde ne le sait pas. Moi-même, je l'ai appris il n'y a pas tellement longtemps avant de découvrir votre ouvrage. Le Madrier, c'était l'aéroclub de Rouen à l'époque et c'était pas beau comme aujourd'hui. Ah non, ça a commencé au Madrier parce que bon, il y avait des champs à l'époque qui permettaient d'atterrir, mais il faut dire que ce terrain était un terrain militaire, qu'il appartenait aux militaires et que ces derniers toléraient l'atterrissage et le décollage des civils sur ce terrain-là. Alors revenons aux prémices quand même de l'aviation. Oui, Ce sont les dirigeables et auparavant les fameux ballons à air chaud. oui. Alors ça devait être extraordinaire, hein. Vous l'évoquez dans votre ouvrage en disant, bon, alors vous citez des noms, le marquis de Bacqueville, Blanchard en 1784, et puis jusqu'en 1800, enfin les montgolfières vont être interdites en 1829 parce qu'on va considérer finalement que c'est assez dangereux. Oui, bah ça, déjà le maire de Rouen avait interdit le survol de Rouen avec des ballons, disons, qui étaient gonflés à air chaud, donc avec des matériaux forcément qui étaient chauds, qui pouvaient s'enflammer, qui pouvaient mettre le feu aux maisons de Rouen Là, au moment des récoltes. qui étaient en bois, oui. Alors qu'il s'agisse de ballons libres ou de ballons captifs, parce qu'à l'époque il y avait des ballons captifs. Captifs, c'est-à-dire attachés. Donc ils étaient attachés et ça permettait aux gens d'avoir une vue un petit peu sympathique de leur ville, hein, en altitude. Et donc c'était interdit. Alors on vient de voir, je crois qu'on va y revenir, le dirigeable qui s'appelait à l'époque le Ville de Paris. Oui, Donc, alors, un dirigeable, c'est un petit peu différent d'une montgolfière, dans le sens où, par définition, on peut le oui, diriger. Il est gonflé à l'hydrogène ou à l'hélium. Et oui. là, c'est très impressionnant, parce que c'est presque un zeppelin. Ah oui, c'est le même calibre, hein, c'est énorme. Et le dirigeable Ville de Paris appartenait d'ailleurs à Monsieur Dodge de la Morte, qui par la suite a acheté Luciline à Rouen et qui a fusionné avec la Shell pour former Shell française. Alors, on va passer au plus lourd que l'air. Là, on Oui. était au plus léger que l'air. Il y a eu un débat à un moment. Est-ce que les dirigeables, finalement, vont être le moyen de transport aérien qui va être retenu, ou est-ce qu'on va passer à l'avion? La Première Guerre mondiale va donner la réponse, puisque l'aviation va connaître un boom absolument considérable. Et là, vous évoquez, parce que vous ne l'évoquez pas vraiment, hein, la Première Guerre mondiale, en revanche, vous évoquez beaucoup ce qui va se passer après, le développement des meetings aériens, avec certains as de la Première Guerre mondiale qui vont, entre guillemets, se reconvertir dans des shows aériens absolument incroyables. Oui, alors il a été créé aussi un comité d'aviation au Madrier qui a permis justement aux anciens pilotes de la Première Guerre mondiale disons, de rester un peu dans le milieu de l'aviation parce que bon, à l'époque, ça avait coûté très cher pour les former, ces gens-là. Et donc, c'était un peu dommage de les laisser sur le côté à rien faire. Donc, Puis ils ne demandaient pas mieux, c'était des aventuriers en même temps. voilà. Donc, ces gens-là ont permis, disons, aux civils d'apprendre à piloter, hein, et eux aussi. Et donc, ils ont créé un comité d'aviation militaire. Alors, vous dites que la France n'était pas très en avance, par exemple, ses voisins anglo-saxons, américains notamment. Oui. Est-ce que justement, le fait qu'il y ait malgré tout un aéroclub, des pistes d'aviation, ça n'a quand même pas, à Rouen en particulier, permis de développer un peu ce domaine où on était un peu en retard? De toute façon, la France était en retard, mais même par rapport, comme vous l'avez cité, hein, aux États-Unis, à l'Angleterre et à l'Allemagne aussi. Mais Rouen était en retrait par rapport aux autres aérodromes qui avaient été créés en France. Par exemple, il y avait déjà un aérodrome à Clermont-Ferrand, alors que Rouen n'en avait pas. Alors, ne disait-on pas peut-être à l'époque, comme on le dit aujourd'hui, que Rouen était trop près de Paris? Parce que c'est souvent un argument qu'on a avancé pour dire qu'il ne fallait pas que Beauce se développe, soit créer, ce qui est le cas d'ailleurs, un très bel aéroport, il faut le dire, à Deauville, Oui. le Havre qui fonctionne encore un peu, et puis Paris, hein, tout simplement. Alors, on va peut-être parler aussi de l'aéropostale. Alors, tout le monde connaît l'aventure de l'aéropostale en Amérique du Sud et en Afrique, mais sur le territoire métropolitain, dans l'immédiate après-guerre, ça a été quand même très important. Et on le voit sur cette carte, un maillage quand même qui n'était pas négligeable à l'époque. Oui. Alors donc, il y a eu la création des lignes Air Bleu. Donc, c'était une ligne privée
qui était composé d'avions à moteur Renault. Et donc, il y avait, si vous voulez, sur la ligne, par exemple, de Paris au Havre, les avions atterrissaient à Rouen le matin. Ils faisaient un stop à Rouen et continuaient. Voilà, ils repartaient sur le Havre et le soir, ils faisaient le sens inverse. Quel progrès extraordinaire. Mais oui, alors c'est-à-dire que par exemple, une personne qui envoyait un courrier à un destinataire à Rouen, bon, le temps était de 4 heures entre les deux villes, donc ça donnait le temps à la personne de Rouen de donner quasiment une réponse dans la journée. Alors, sachant quand même que depuis les avions, le courrier était directement apporté chez le destinataire à motocyclette ou à bicyclette. Alors, ça avait un coût. Alors, ça avait un coût, donc il y avait le coût postal et il y avait un surcoût pour le port spécial. Pour le port spécial. D'ailleurs, il y avait des boîtes aux lettres spéciales qui étaient bleu, blanc, rouge dans les postes et donc c'était destiné à Air Bleu. Alors, on va parler de Pierre Cotte rapidement. Vous l'évoquez dans votre livre, ministre de l'Air qui décide la création de cercles aériens régionaux de réserve. Alors, on voit bien que dans les années 30, on voit bien le sous-entendu qu'il y a derrière cet intitulé. On se dit, bon, la Première Guerre mondiale a vu le développement des avions. On est en période quand même très difficile, au moment en 1933 où Hitler va développer le nazisme en Allemagne. Ouais. Et donc, on peut peut-être faire d'une pierre deux coups, d'une certaine façon. Oui. Mais oui, alors donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ces cercles aériens ont été faits justement pour que les militaires restent un petit peu dans le coup et ne perdent pas tous les acquis qu'ils avaient pu avoir lors de la Première Guerre mondiale. Hitler, lui, faisait construire des autoroutes pour faire atterrir au cas où des avions. Oui. Et en France, on développait l'aviation civile avec un regard des militaires. Oui, oui. Comme Hitler aussi, qui faisait des avions civils avec un but militaire. Alors, vous évoquez même à un moment, ça j'ai complètement découvert dans votre ouvrage, Doriot, donc ancien communiste, qui devient le président du Parti populaire français, d'extrême droite, qui pendant la guerre va être collabo jusqu'au bout des ongles, et qui lui, alors ça je ne savais pas, il y avait des meetings de propagande. C'est incroyable ça, parce que ça coûtait cher quand même de faire un meeting. Oui, mais alors c'était des meetings de propagande, mais pas des meetings d'avion. Là, on parle de meetings en salle de réunion. Oui, je suis bien d'accord, sauf que on parlait du développement de l'aviation, on en profitait pour faire passer des messages. Oui, voilà. Lui, il voulait faire intégrer, par exemple, dans des cours de pilotage ou des cours de modèles réduits, il voulait essayer de faire adopter ses idées, en fait. Et puis, pourquoi pas, de prendre des tracts et une fois qu'on est en avion, on lance les tracts où on veut. Donc, tous ces meetings étaient interdits et surveillés par la préfecture et les mairies, forcément. Alors, on va parler aussi des héros, parce qu'il y a eu des héros dans l'aviation, quelques-uns d'ailleurs ont laissé leur vie. Oui, puis alors, une héroïne en particulier, parce qu'il y a eu des femmes, vous les évoquez, on sent que vous avez une certaine tendresse pour elle, notamment Monique Caillard. Oui. Alors, je ne sais pas si elle regarde Internet, mais... Oui, elle a Internet. Bon, alors c'est très bien, elle a 88 ans. Elle va les avoir le mois prochain. Voilà, donc on la salue, et elle fait partie de ces femmes, entre autres, qui ont participé à des meetings, parfois assez dangereux quand même. Parce que elle a fait beaucoup de meetings en France et à l'étranger. Elle a même créé un aérodrome en Afrique, donc dans les années, je crois, 60. Et donc, elle faisait de l'acrobatie. Elle avait un joli sourire. Elle faisait donc de l'acrobatie sur un stamp à l'époque. Il fallait quand même le faire. Mais elle m'a dit récemment, je crois que si j'avais un stamp, j'essaierais de faire de l'acrobatie, quoi, parce qu'elle est... Elle est incroyable. Alors, il y a Liesel Bach, allemande. Voilà. Donc, il y a Gilles Delamarre, évidemment connu, qui faisait plein d'acrobaties. Bien sûr. Bref, il y a des noms, des gens connus. Il y a Coste et Bellonte qui font le tour des aérodromes et qui vont passer par Rouen. Oui, parce que suite à leur succès de traversée de l'Atlantique, en fait, ils voulaient faire des excursions dans chaque aérodrome. Et ils avaient même dit, si on n'était pas passé par Rouen, ça aurait été une offense, quoi, à la ville. Et donc, ils sont venus à Rouen et ils ont été applaudis. Ils ont été même mettre
des gerbes de fleurs sur des monuments aux morts, etc., quoi. Ouais. On va terminer par la fin de cette aventure, Oui, parce qu'il va y avoir un transfert des installations du Oui. Madrier vers Beauce. oui. C'est une autre époque. Je pense que vous avez beaucoup plus de nostalgie pour la première partie que pour la deuxième. Tout à fait. Pourquoi est-ce que l'aventure s'est arrêtée au Madrier? Alors, l'aventure s'est arrêtée pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, ce terrain-là appartenait aux militaires. Et en plus, il fallait agrandir les pistes. Hein, pour que ce soit un aérodrome Qui digne, devienne un aéroport? voilà, digne de la ville de Rouen, donc il fallait allonger les pistes. Bon, alors il y avait des problèmes parce que il y a des terrains qui ne pouvaient pas, qui étaient aux militaires et qu'il fallait échanger avec d'autres terrains. La ville de Rouen avait elle aussi acheté des terrains, mais alors il y a eu le ministère de l'air, qui a été donc pris à partie. Il y a eu le ministre de l'armée. Il y a eu beaucoup de ministres. Il y a eu les eaux et forêts aussi. Enfin, il y a eu une bagarre qui a duré en fait une cinquantaine d'années et on n'est jamais arrivé à rien. Et un jour, on a dit, bon, eh bien, on va à Beauce. Et puis après, bon, il y a eu des analyses de fait. Ils ont dit non, Beauce, il fallait raser des maisons, il fallait enterrer des lignes haute tension qui allaient à Saint-Aubin-Séloville. Enfin, et le terrain était argileux, donc impossible à l'époque de faire un terrain d'aviation, puisque bon, on ne prévoyait pas de mettre des pistes en béton. Voilà, Hein. quand on voit ce qui Bon. s'est passé depuis. Voilà. Bon. Et puis, donc, on n'ira pas à Beauce, on reste au Madrier. Mais alors, le Madrier, ils ont dit attention, on va survoler la raffinerie à Petit-Couronne. Il y a beaucoup d'industries sur la rive gauche, donc c'est dangereux. On est à proximité. Tout à fait d'actualité, déjà à l'époque. Ouais, on est à proximité de zones urbaines, donc non, ça va pas être possible. Et puis, en dernier ressort, un jour, on a dit, bon, bah, ça va être Beauce. Voilà, donc malgré toutes les études qui avaient été faites au préalable, ça a été Beauce. Voilà. Écoutez, Daniel Noreux, merci beaucoup encore d'être venu nous parler de la sortie de cet ouvrage, dont je rappelle le titre, L'aviation à Rouen, l'aéroclub de Normandie du Madrier de 1910 à 1968, publié aux éditions Isaac. Merci beaucoup. Merci à vous.